Bonjour à tous et bienvenue à ce web rendez-vous du pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté consacré à la RE 2020, cette nouvelle réglementation environnementale et thermique. Ce rendez-vous commence maintenant à 11 h et aura lieu jusqu'à 12h30 à peu près, en fonction de comment on sera discipliné pour organiser tout ça. Nous avons un programme aujourd'hui qui a 3 grands volets. D'abord, une introduction générale concernant la nouvelle réglementation, quel est le calendrier, quel est son périmètre d'application, etc. Et vraiment, le cœur du sujet de l'intervention sera quelles sont vraiment les nouvelles exigences en termes d'objectifs pour le volet énergie, le volet carbone et le confort d'été. Il y aura également un petit volet tout en fin de l'intervention concernant l'impact sur le coût de construction. Nous avons aujourd'hui une intervention à plusieurs voix. Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Carion de la DREAL pour justement la partie introductive du contexte de la réglementation. Teddy Conan du CIREMA qui nous présentera les objectifs concernant l'énergie et le confort d'été. Et puis pour terminer, Marianne Villet, qui est également du CIREMA, qui nous présentera les exigences concernant le volet carbone. Je m'excuse, j'ai à chaque fois un petit souci de déroulement des slides. Je m'appelle Lina Bourgeois, je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui est le centre de ressources régionales dédié à la qualité environnementale du bâti. Nous menons différentes actions de formation, de sensibilisation et d'information dédiées aux professionnels du bâtiment. Et l'objectif, in fine, c'est évidemment de construire des bâtiments plus vertueux. Le rendez-vous d'aujourd'hui, en particulier, est organisé en partenariat avec Grand Besançon Métropole, et c'est pour cela j'ai vu dans la liste des participants, particulièrement beaucoup de participants de ce territoire, même s'il y a beaucoup de participants aussi de la région d'une manière générale, et même au-delà de la région. Vous avez remarqué que vous n'avez pas accès à vos caméras ni à vos microphones. Le son et l'image sont réservés aux intervenants. Par contre, on ne vous prive pas de la possibilité de poser des questions pour autant. Vous pouvez poser vos questions tout au long des interventions dans le module Q&R qui s'affiche soit en haut, soit en bas de votre écran en fonction de votre affichage de Zoom. Les intervenants répondront à la fois par écrit pendant les interventions. On a quelques instants aussi dédiés à des réponses à l'oral de certaines questions, et puis vous aurez la réponse à toutes les questions par écrit après le rendez-vous. Donc soyez juste patients, vous allez avoir réponse à vos questions à un de ces 3 moments. Je précise aussi avant de commencer que le support de présentation et la vidéo de ce web rendez-vous seront disponibles sur notre site internet pour pouvoir les révisionner après. Et avant de laisser la parole à nos 3 intervenants, je voulais juste afficher cette carte pour nous rappeler tous pourquoi c'est important d'avoir une nouvelle réglementation énergétique et environnementale et pourquoi c'est essentiel de réduire les émissions carbone. C'est une carte régionale qui vient d'Alter Bourgogne-Franche-Comté qui affiche l'évolution du nombre de jours de gel avec des températures supérieures à 25 degrés en 30 ans. Et comme vous voyez, le changement est radical, en particulier puisqu'on est en partenariat avec GBM. On peut regarder sur le secteur de Besançon, on a 15 jours de plus de 25 degrés et moins de 14 jours de gel sur une année. Avec ces paroles, je vais donc laisser la place aux intervenants plutôt. Donc, premier à démarrer, c'est Philippe Carion de la DREAL. Philippe, je te laisse démarrer ta caméra et mettre le son de ton micro. Tu es avec nous, Philippe? Voilà, parfait. Je suis avec vous, oui, et je vais partager mon écran. C'est parfait, c'est bon. Parfait. Je te laisse la parole. Merci. D'accord. Bonjour à tous.
Alors, je vais introduire en termes d'objectifs et de contexte et puis de calendrier la visio. Alors, l'ARE 2020 est la future réglementation environnementale de l'ensemble de la construction neuve. L'État, avec l'aide des acteurs du secteur, a lancé un projet inédit pour prendre en compte dans la réglementation non seulement les consommations d'énergie, mais aussi les émissions de carbone, y compris celles liées à la phase de construction du bâtiment. Ainsi, elle concerne la performance énergétique, mais aussi environnementale des constructions neuves. Il s'agit de la première réglementation française à introduire la performance environnementale dans la construction via l'analyse du cycle de vie. La RE 2020 répond aux objectifs traduits dans différents textes nationaux de stratégie et de réglementation, la stratégie nationale bas carbone, la loi énergie-climat et puis la loi Elan notamment. Elle viendra remplacer la RT 2012. Elle entrera progressivement en vigueur à partir du 1er janvier 2022, en commençant par les bâtiments résidentiels. Les chiffres qu'on voit apparaître à l'écran, 46% de la consommation énergétique par les bâtiments, 19% d'émissions à gaz à effet de serre, nous montrent bien que le secteur de bâtiment a un impact important et que c'est un levier puissant à actionner pour lutter contre le changement climatique. Je change de diapo. Alors, l'enjeu donc est de concevoir et de construire des futurs lieux de vie des Français en poursuivant plusieurs objectifs majeurs portés par le gouvernement. Ces objectifs sont déclinés dans la diapo. Donc, diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs en prenant en compte les émissions de carbone du bâtiment sur son cycle de vie, en incitant au recours à des modes constructifs peu émetteurs en carbone, en privilégiant les énergies les moins carbonées et en sortant des énergies fossiles. L'idée aussi, c'est d'améliorer la performance énergétique et de réduire les consommations. Donc, en fixant des exigences dans le cadre de la RE 2020 supérieures à ceux qui étaient fixés dans la RT 2012, en renforçant la sobriété, en fixant également pour le BBio des performances d'enveloppe de bâtiment supérieures, en systématisant le recours à la chaleur renouvelable. L'idée également dans les objectifs, c'est de construire des logements adaptés aux conditions climatiques futures. Le changement climatique est là, donc l'objectif est d'améliorer le confort d'été et puis de prendre en compte les épisodes caniculaires qu'on a pu connaître notamment ces dernières années. Dans les objectifs également, continuer d'assurer une bonne qualité de l'air intérieur dans les logements et puis favoriser les produits issus du réemploi. Alors, au niveau du processus d'élaboration, donc il y a eu d'énormes travaux qui ont été menés. Donc la méthode a été testée depuis 2017 dans le cadre d'une expérimentation qui s'appelait E+, C-, qui a été menée sur 1400 bâtiments par des professionnels volontaires au niveau national. Et donc tous ces travaux nous ont permis d'avoir des textes qui sont parus récemment. Le calendrier d'application des textes. Donc la réglementation environnementale des nouvelles constructions des bâtiments entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2002, je le disais en introduction, et remplacera progressivement la RT 2012. Dans un premier temps, elle s'appliquera uniquement aux bâtiments, aux parties de bâtiments à usage d'habitation. L'évaluation du respect des exigences énergétiques et environnementales sera au niveau du permis de construire. Et dans un second temps, quelques mois plus tard, elle sera étendue aux bâtiments, aux parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire. Comme la RT 2012, ces usages seront complétés par d'autres activités et d'autres typologies de construction, avec un décalage d'1 an. Je change à nouveau de diapo.
Et donc l'application sera progressive, on l'a vu dans le calendrier. Donc la RT 2012 continuera de s'appliquer sur les constructions autres que tertiaires, autres tertiaires, pardon, jusqu'à fin 2022, ainsi que pour les constructions et extensions de petites surfaces. Et donc, on introduira progressivement des exigences pour les constructions provisoires à compter de 2023. Et puis, le renforcement des exigences carbone pour les logements se fera progressivement sur les périodes successives qui apparaissent à votre écran. Voilà, j'espère que j'ai respecté le timing. Je vais donc rendre Parfait, Philippe, merci beaucoup. Donc, on va laisser la parole à Thierry Conan de CEREMA pour entrer dans le vif du sujet. Et donc, du coup, nous exposer concrètement quelles sont les nouvelles exigences d'un point de vue performance énergétique et confort d'été. Je te laisse la parole, Thierry. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler de la performance énergétique et du confort d'été. Et donc, on va commencer par la partie performance énergétique, qui est un gros volet de la réglementation, voilà, mais qui finalement évolue assez peu par rapport à la RT 2012. Tout d'abord, je vais vous présenter vous rappeler déjà les objectifs de la RE 2020. Par rapport à la performance énergétique. Donc, le premier objectif, c'est de renforcer significativement la sobriété énergétique. Donc, ça revient à diminuer les besoins du bâtiment, donc ils sont exprimés par le coefficient BBio, on y reviendra, d'environ 30% par rapport à la RT 2012, c'est une estimation. Ensuite, c'est de privilégier les énergies qui sont les moins carbonées et sortir des énergies fossiles. Donc, excite le fuel, excite le gaz, idéalement. Voilà, donc avec une application progressive à l'horizon 2022, 2025 et 2028. Donc ça passe par un nouvel indicateur, on verra, un indicateur IC Énergie, où on prend en compte les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, de systématiser la chaleur renouvelable. Donc, je vous brosse très rapidement les évolutions entre la RT 2012 et la RE 2020 avant de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, dans la RT 2012, on avait l'indicateur BBio, donc les besoins bioclimatiques. Donc, cette exigence, elle est conservée dans la RE 2020, mais les exigences sont renforcées. Et notamment, il y a la prise en compte systématique des besoins de froid, alors que dans la RT 2012, les besoins de froid n'étaient considérés que pour les bâtiments climatisés. Il y a la consommation en énergie primaire, le CEP. Donc, de la même manière, on conserve cet indicateur dans la RE 2020 avec des exigences qui sont renforcées et surtout, il y a une augmentation, un agrandissement du périmètre des consommations qui sont prises en compte. On en parlera tout à l'heure. Et il y a deux nouveaux indicateurs. Donc, le premier indicateur, c'est le CEP-NR, donc la consommation en énergie primaire non renouvelable. Donc, c'est une déclinaison du CEP, mais sauf qu'on ne prend pas en compte dedans toutes les énergies renouvelables qui sont produites ou importées dans le bâtiment. Donc, ça concerne le bois, ça concerne tout ce qui est réseau de chaleur, dès lors qu'il y a une fraction de ce réseau de chaleur qui est considéré comme renouvelable, ou encore tout ce qui est énergie renouvelable produite sur la parcelle, comme le photovoltaïque, par exemple. Et enfin, je vous en parlais, l'indicateur IC Énergie, donc l'impact sur le changement climatique lié à la consommation d'énergie, donc qui représente tout simplement les émissions de gaz à effet de serre des énergies. Voilà, parmi les autres évolutions entre la RT 2012 et la RE 2020, donc au niveau des usages réglementaires qui sont pris en compte, donc il y en avait 5 dans la RT 2012 et on augmente un peu le champ d'évaluation au niveau énergétique en prenant en compte le déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment, donc ça va être tout ce qui est ascenseur, escalator. On va prendre aussi l'éclairage et la ventilation dans les parkings et tout ce qui est éclairage dans les parties communes des logements collectifs.
On a aussi une modification de la surface de référence. Dans les RT 2012 avait été introduite une surface RT, qui était une surface spécifique à la réglementation thermique. Dans les RE 2020, le but c'est de simplifier. Donc on va utiliser pour le résidentiel la CHAB et pour le tertiaire la surface utile, qui ont l'avantage d'être des surfaces classiques en urbanisme et donc de simplifier un peu les démarches administratives. Voilà, il y a un certain nombre d'autres évolutions, modification des scénarios météo notamment. On a une évolution du coefficient de conversion en énergie primaire, j'en reparle après, donc il passe de 2,58 à 2,3. Donc ça, c'est censé représenter le verdissement du mix énergétique électrique, enfin du mix électrique français, donc avec plus d'énergie renouvelable et donc une baisse de ce coefficient de conversion en énergie primaire. Voilà. Une prise en compte aussi systématique des besoins de refroidissement. L'idée, c'est ici, c'est vraiment de prendre en compte le changement climatique et de favoriser des logements confortables en été et en jouant également sur la consommation de climatisation, etc. Voilà, on a des nouveaux scénarios d'occupation, donc d'une part pour qu'ils soient plus représentatifs de la réalité, qu'il y ait moins de biais, et puis d'autre part, notamment pour le tertiaire, d'avoir des scénarios d'occupation qui soient plus précis et pour chaque usage de bâtiment. Donc on a beaucoup plus d'usages possibles dans la RE 2020. Voilà, et puis on a des mises à jour de la méthode de calcul à la marge, on va dire. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, il faut juste garder en tête que les niveaux de performance qui sont calculés dans la RE 2020 ne sont pas comparables à la RT 2012. Et pour ceux qui ont un peu les chiffres de la RT 2012 en tête, vous verrez qu'il y a des seuils sur le BBO, sur le CEP, etc., qui sont supérieurs dans la RE 2020. Mais je le répète, ce n'est pas comparable compte tenu de toutes ces évolutions. Donc, pour revenir sur les exigences de consommation de performance énergétique dans les RE 2020. Donc, le premier indicateur, c'est le besoin bioclimatique conventionnel. Donc, il comprend en compte le besoin de chauffage, le besoin de refroidissement et le besoin d'éclairage artificiel. Donc, et tout ceci sans prendre en compte les équipements du bâtiment. Donc, on est vraiment sur la performance de l'enveloppe. Voilà. Donc, comme je le disais, la différence par rapport à la RE 2020, c'est que le besoin en refroidissement, il est systématiquement pris en compte, que le bâtiment soit prévu pour être climatisé ou non. Voilà, donc l'objectif, c'est d'inciter à bien concevoir le bâtiment et pas uniquement travailler sur les systèmes. Donc, il s'agit de travailler sur l'orientation, sur les protections solaires, etc. Ensuite, il y a le CEP, donc la consommation conventionnelle d'énergie primaire, donc qui est évalué en kilowattheure par mètre carré par an, donc kilowattheure d'énergie primaire, le nom l'indique. Donc, il y a uniquement l'énergie importée qui est comptabilisée dans cet indicateur. Donc, ça veut dire que tout ce qui est produit sur la parcelle est autoconsommé, que ce soit du photovoltaïque, du micro-éolien, etc., n'est pas comptabilisé dans le coefficient. Donc, ça tend à favoriser l'autoconsommation d'énergie renouvelable. Voilà. Donc, dans les usages, comme je disais tout à l'heure, donc sont pris en compte les 5 usages de la RT 2012. Donc, la production de chaud, de froid, d'eau chaude sanitaire, tout ce qui est lié à l'éclairage, aux auxiliaires de ventilation et de distribution. Et on vient rajouter donc tout ce qui est éclairage et ventilation des parkings, l'éclairage des parties communes pour tout ce qui concerne le logement collectif et tout ce qui est mobilité interne des occupants, donc ascenseurs, escalators notamment. Voilà. Et on verra par la suite qu'on peut aussi prendre, même si le bâtiment il n'est pas climatisé, il peut y avoir la prise en compte d'un forfait de consommation de froid en cas d'inconfort d'été significatif. Et on y reviendra sur la partie confort d'été, ce sera plus clair. Voilà. Donc, sur la méthode de calcul du CEP, bon, comme je vous le disais, ça prend en compte donc, toutes les énergies qui sont importées dans le bâtiment. En revanche, ça ne prend pas en compte tout ce qui est autoconsommé, donc les énergies renouvelables. Voilà. Juste pour précision, au niveau de l'autoconsommation, il y a bien un calcul au pas de temps horaire qui est fait, histoire de, toute l'énergie produite par le photovoltaïque n'est pas considérée dans le calcul comme autoconsommée. Voilà, il y a vraiment un calcul horaire et les besoins d'énergie sont calculés à chaque pas de temps. Et donc, il y a une partie de l'énergie qui ne peut pas être valorisée, de l'énergie renouvelable produite sur site.
Voilà, il y a un nouvel indicateur, donc le CEPNR, donc consommation d'énergie primaire non renouvelable. Donc c'est exactement le même principe, sauf que dedans, on ne va pas tenir compte de toutes les énergies qui sont considérées comme renouvelables. Donc c'est notamment le cas de la biomasse, dans les énergies qui peuvent être importées, qui sont non renouvelables. Donc c'est soit des imports de bois, soit des imports via un réseau de chaleur qui utiliserait du bois ou de la combustion de déchets. Voilà, je fais juste un rappel sur les coefficients de conversion entre énergie finale et énergie primaire. Donc, pour rappel, l'énergie finale, c'est la quantité d'énergie qui est réellement utilisée par l'utilisateur. Voilà. Et il y a l'énergie primaire, donc qui est la quantité d'énergie nécessaire à la source pour produire l'énergie finale. Et entre-temps, on a des pertes qui sont liées donc des pertes de transformation. Quand on parle d'électricité, c'est tout ce qui est transformateur haute tension, basse tension. On a des pertes liées à la production, donc le rendement des centrales, par exemple, et des pertes de transport, c'est tout ce qui est perte par effet Joule dans les câbles électriques. Et donc, on a des coefficients, donc un coefficient de 2,3 pour tout ce qui est électricité. Donc, comme je le disais, ce coefficient est passé de 2,58 en RT 2012 à 2,3 dans la RE 2020. Donc ça correspond au verdissement du mix énergétique et notamment la baisse, enfin un meilleur rendement sur la partie production, etc., liée aux énergies renouvelables. Voilà. Et donc, on a les mêmes coefficients pour ce qui concerne le CEP non renouvelable, si ce n'est qu'on a juste une précision quand on vient prendre en compte la partie non renouvelable des réseaux de chaleur. Donc, on vient enlever le pourcentage d'énergie renouvelable du réseau. Voilà, donc juste pour vous repréciser, donc CEP et CEP non renouvelable, donc avec des exemples. Donc là, on a l'exemple d'un bâtiment où on a la consommation totale du bâtiment, voilà, avec une partie qui, on va dire, non énergie renouvelable et une partie qui est à base de bois. Donc, dans le CEP, il y a l'ensemble de cette énergie qui est prise en compte, mais dans le CEP non renouvelable, le bois, qui est considéré comme une énergie renouvelable, du coup, n'est pas pris en compte. Voilà. Là, on a l'exemple sur un réseau de chaleur. Donc, le réseau de chaleur, il a une part qui est non renouvelable en violette et une part qui est renouvelable en verte. Donc, dans la consommation totale, tout est pris en compte. Dans le CEP également, mais dans le CEP non renouvelable, la partie renouvelable du réseau de chaleur n'est pas prise en compte. Voilà, et on a encore un exemple sur le photovoltaïque. Donc, on a une partie qui est produite sur place et autoconsommée, donc qui rentre bien en compte dans la consommation totale. C'est ce qui est en bleu ici. Voilà, par contre, cette partie autoconsommée, du coup, n'est pas prise en compte dans le CEP et pas non plus dans le CEP non renouvelable. Voilà. Et enfin, on a le dernier indicateur, l'indicateur IC énergie, donc l'impact sur le changement climatique lié à la consommation d'énergie, donc est exprimé en kilogrammes équivalent CO2 par mètre carré, donc de surface de référence, donc qui peut être la chab ou la surface utile, et ça sur l'ensemble de la durée de vie conventionnelle du bâtiment, donc est considéré de 50 ans dans l'ensemble des calculs réglementaires. Donc en gros, il s'agit de multiplier la consommation d'énergie par son impact sur le changement climatique, donc en gros son taux d'émission de gaz à effet de serre, et ça nous donne le coefficient IC énergie. Il y a une petite subtilité qui est liée au calcul en ACV dynamique. On considère que 1 kWh, par exemple, de gaz brûlé n'émet pas de la même quantité ou n'est pas pris en compte de la même façon en termes d'émissions de gaz à effet de serre si c'est à la première année de vie du bâtiment ou à la 50e. Mais ça, Marianne nous en parlera un petit peu plus dans sa présentation sur la CV. Voilà, donc juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, on a donc les émissions de gaz à effet de serre liées au bois sur le bas du graphique. Voilà, et on voit qu'on a une multiplication par 3 si on passe en termes d'émissions de gaz à effet de serre, si on passe sur de l'électricité, et ceci malgré un parc nucléaire important en France. Voilà, et on a encore une multiplication par 3 quand on passe sur du gaz naturel, et on aurait encore une multiplication si on voulait passer sur du fioul. Donc ça explique que assez naturellement, les solutions au gaz dans la RE 2020
devoir être éliminés, on va dire. Voilà, donc ensuite, chacun des seuils donc on a un BBio, un CEP, CEPNR et CEnergie qui doivent être inférieurs à un seuil maximum, donc respectivement BBio max, CEP max, etc. Donc, ces coefficients max, ces seuils à ne pas dépasser, ils sont calculés sur la base d'une valeur moyenne qui va être modulée. Donc, c'est modulé d'une part par le lieu géographique du bâtiment, son altitude. On va avoir une modulation liée à la présence ou non de combles. Ça, c'est pour pallier, on va dire, nos changements entre la surface RT dans la RT 2012 et aujourd'hui, on passe sur une surface CHAB qui, du coup, ne tient pas compte de combles avec une hauteur inférieure à 1,80 m. Donc, on va venir corriger cet effet de bord. On a des coefficients de modulation aussi sur la surface moyenne et la surface totale des bâtiments et notamment des logements pour ne pas pénaliser des logements de petite surface de type studio. Et on a aussi des modulations sur tout ce qui est exposition au bruit et qui viendrait par exemple à empêcher l'ouverture des fenêtres en période estivale pour permettre un rafraîchissement nocturne. Et donc, on a une modulation sur ce principe-là. Je passe rapidement donc sur les seuils moyens qui sont imposés. Donc sur le BBio, on a donc un seuil de 63 points pour les maisons individuelles, 65 pour les logements. Voilà, je vous donne, elles sont pas affichées, mais je vous les donne pour information, les seuils sur les bureaux et l'enseignement, donc qui sont à 95 points pour les bureaux et 68 points pour l'enseignement, sachant que les textes concernant le tertiaire sont encore en consultation, donc il n'y a rien qui, voilà, c'est pour la raison pour laquelle je ne les ai pas affichés, c'est que ça peut évoluer. Voilà, et puis sur la carte, vous voyez les modulations liées au lieu géographique et donc l'impact du lieu géographique sur ces coefficients-là. Donc voilà, la même diapo, mais avec la carte pour les logements collectifs. Ensuite, on a les niveaux d'exigence concernant la consommation en énergie primaire et non renouvelable. Donc avec un CEP moyen de 75 pour les maisons. Je vous disais, ça a évolué depuis la RT 2012 à la hausse. En RT 2012, le CEP moyen pour une maison individuelle était de 50 kWh d'énergie primaire, mais je vous le répète encore, ce n'est pas comparable compte tenu de l'évolution entre RT 2012 et RE 20 et notamment de la surface de référence. Voilà, donc toujours pour les maisons individuelles, on a un CEPNR qui est à 55. Pour les logements collectifs, on a respectivement 85 et 70. Voilà. Et ensuite, on a des seuils également sur la partie IC énergie. Et donc là, on a des seuils qui sont variables. Philippe vous le disait tout à l'heure. On a un renforcement progressif des exigences. Donc, pour tout ce qui est maison individuelle, l'exigence, elle est stable. On est à 160 kg équivalent de CO2 par mètre carré sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Pour les logements collectifs, donc on a un traitement différencié selon que le logement collectif est raccordé à un réseau de chaleur. Et donc là, on passe de 560 à 320 en 2027, puis à 260 en 2028. Par contre, si le logement collectif n'est pas raccordé à un réseau de chaleur, on considère que les changements peuvent être plus rapides et on passe directement à 560 en 2025. Voilà, donc ces évolutivités de l'exigence doivent permettre aux filières de s'adapter dans le temps. Voilà. Ensuite, on a aussi des évolutions pour tout ce qui concerne les exigences de moyens. Je ne vais pas toutes les balayer, mais les plus importantes, donc ça va être la perméabilité à l'air. Donc ça, l'exigence n'évolue pas par rapport à la RT 2012. On a toujours une mesure qui est obligatoire en logement. Voilà, avec des seuils en termes de Q4 PA surf qui représentent en gros les fuites d'air à travers l'enveloppe du bâtiment, donc qui doivent être inférieurs à 0,6 m3 par heure et par mètre carré pour les maisons individuelles et 1 pour les immeubles collectifs, donc pas de changement par rapport à la RT 2012. Voilà, si ce n'est qu'on a des pénalisations en cas de mesure par échantillonnage. Et la nouveauté de la RE 2020, c'est l'obligation de faire vérifier le système de ventilation avec une mesure de ses performances. En gros, c'est donc vérifier que le système de ventilation est bien mis en œuvre et qu'on obtient bien les débits réglementaires
aux bouches de ventilation. Et donc ça, c'est obligatoire dans les bâtiments de logement. Voilà, on a quelques évolutions aussi sur, avec des alternatives qui sont apportées, donc sur l'obligation d'accès à l'éclairage naturel en habitation, donc 1/6 de la surface de référence qui doit être en fenêtre. Voilà, si j'ai un bâtiment de 100 mètres carrés, j'ai 1/6 de 100 mètres carrés de fenêtres sur les façades. Et puis, on a des exigences aussi sur les ponts thermiques avec quelques petites évolutions à la marge par rapport à la RT 2012. Voilà. Je vous invite, je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées dans le module questions-réponses. Je vous invite à continuer à les poser et j'y répondrai après cette partie sur le confort d'été. Donc, j'enchaîne. Donc, tout ce qui est, donc je rappelle les objectifs relatifs donc, à la performance liée au confort d'été de la RE 2020. Donc, c'est améliorer la prise en compte de l'inconfort estival parce qu'on avait un indicateur, donc la TIC, qui était pas forcément très représentatif du confort d'été dans la RT 2012, donc qui a été remplacé par un indicateur degré-heure. On va chercher également à imposer une prise en compte du climat du futur dans les constructions. Donc, ça, c'est lié au changement climatique. Et donc, notamment, pour le calcul du confort d'été, on utilise un fichier météo qui est différent et qui intègre une séance caniculaire, donc qui est la séquence caniculaire de 2003. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'inciter à l'utilisation de solutions passives ou peu consommatrices et de ne pas reporter non plus le confort d'été sur la climatisation, en fait, qui engendrerait des consommations supplémentaires. Donc, les évolutions par rapport à l'RT 2012, je vous le disais, la TIC qui est remplacée par l'indicateur degré-heure. Voilà. On a aussi l'introduction d'un forfait de froid sur la consommation d'énergie primaire, j'y reviendrai plus en détail après. Et puis, il y a l'évolution des scénarios météo conventionnels, donc avec, comme je le disais, l'intégration d'une séquence caniculaire. Voilà. Parmi les autres choses qu'on peut citer, donc la prise en compte systématique des besoins de froid dans le BBO, même pour les bâtiments non climatisés. Voilà. Essentiellement, on va dire que c'est tout. Et puis, il y a des nouveaux systèmes de rafraîchissement qui sont implémentés, notamment tout ce qui va être brasseur d'air. Donc, pour vous présenter l'indicateur de degré-heure, donc en gros, il s'agit de calculer la différence entre la température du bâtiment et une température seuil d'inconfort. Voilà, et puis de sommer tous ces écarts de température sur la période sur l'année. Voilà, donc la température intérieure, on parle de température opérative, c'est-à-dire la température qui est ressentie par l'occupant, qui prend en compte pas uniquement la température de l'air, mais également la température des parois et puis la vitesse de l'air dans le bâtiment. Ensuite, on prend en compte ce qu'on appelle la température de confort adaptatif pour le seuil de confort. Donc, le confort adaptatif, c'est quoi? C'est la capacité du corps à supporter par des températures qui sont plus élevées si à l'extérieur, on a des températures qui sont également plus élevées. Voilà. Donc, on considère que le seuil d'inconfort, il est de 26 degrés la nuit. Par contre, la journée, ce seuil d'inconfort, il peut varier entre 26 et 28 degrés si à l'extérieur, les températures sont suffisamment élevées sur les jours précédents et que le corps a pu s'acclimater. Voilà. Donc, un exemple de calcul de degré-heure dans un logement. Donc là, on voit qu'on a en rouge la courbe des seuils d'inconfort, donc qui est à 26 degrés la nuit, et en journée, le seuil d'inconfort a été calculé à 27 degrés par rapport aux températures extérieures sur les 3 jours précédents. Et en noir, on a la température intérieure du bâtiment. Donc, on voit qu'à partir de 14 heures, la température du bâtiment passe au-dessus du seuil d'inconfort. Donc, on vient calculer les degrés-heure, c'est-à-dire l'écart entre le seuil d'inconfort et puis la température du bâtiment quand elle est supérieure. Voilà. Donc, quand on fait la somme sur cette journée, on obtient 20 degrés-heure. Mais en fait, on va venir chercher uniquement la partie
qui se situe pendant l'occupation du bâtiment, puisque que le bâtiment soit inconfortable quand il n'y a personne dedans, ce n'est pas forcément un problème. Et donc, finalement, on retiendra une valeur de 16,5 degrés sur cette journée-là, et on vient sommer ça sur l'ensemble de l'année. Cette valeur sur l'ensemble de l'année, ensuite, on va venir la comparer à deux seuils. Donc, on a un seuil bas, donc qui est 350 degrés heure par jour. Si on est en dessous de ce seuil, on considère que le bâtiment est confortable et qu'il n'y a aucun souci à se faire. On vient la comparer également à un seuil haut. Donc, ce seuil haut, il dépend notamment de la zone climatique et de la catégorie d'exposition du bâtiment par rapport au bruit. Donc, ce seuil haut, si on est au-dessus, on considère que le bâtiment n'est pas réglementaire. Et ensuite, il y a toute cette zone où on est entre le seuil bas et le seuil haut. On considère que le bâtiment, il est réglementaire, mais il n'est pas tout à fait confortable. Et compte tenu de l'évolution climatique dans les années à venir, il n'est pas impossible, et il est même fortement probable que l'occupant finisse par installer une climatisation. Et donc, on va venir prendre en compte cette climatisation fictive dans les consommations du bâtiment. Et donc, on vient prendre en compte un forfait de froid dans le CEP. Voilà. Donc, sur les niveaux d'exigence pour le confort d'été, donc je vous disais le seuil bas 350 degrés heure sur l'année, ça c'est valable pour tous les bâtiments. Le seuil haut, donc ça dépend si le bâtiment est en catégorie 1 ou en catégorie 2, voire en catégorie 3 pour les bâtiments de bureau. Mais le texte est encore en consultation, donc encore une fois, c'est pas affiché ici. Donc ça dépend de l'usage du bâtiment, de sa zone climatique, de son exposition au bruit, de l'altitude, etc. Et donc, ça vient prendre en compte tout simplement la difficulté à ouvrir les fenêtres en période estivale et nocturne pour rafraîchir le bâtiment de manière passive. Voilà. Et pour les logements collectifs, on a aussi une correction qui est apportée par rapport à la surface des logements. Quelques exemples de leviers de réduction d'amélioration du confort d'été dans les bâtiments. Donc ça a été réalisé pendant les groupes de travail pour la mise en place de la réglementation. Donc on voit qu'on a un bâtiment standard où on a 683 degrés heure. Donc on est entre le seuil bas et le seuil haut. Et on a testé plusieurs solutions. Donc mise en place de volets roulants, bardage ventilé, mise en place de brise-soleil, mise en place de brasseurs d'air. Donc ça, on voit que c'est une solution qui est à la fois très intéressante parce que efficace et en plus qui a l'avantage d'avoir un surcoût qui est très faible. Et enfin, le puits climatique, donc une solution qui est encore plus efficace, mais qui par contre a un surcoût qui est plus élevé. Voilà, donc c'est juste à titre d'information. Et dernière slide sur la pénalisation du CEP lié au forfait froid lorsqu'on a donc des degrés heure qui sont entre le seuil bas et le seuil haut, ou tout simplement pour montrer qu'en fait cette pénalisation elle est linéaire et progressive en fonction du nombre de degrés heure. Donc plus on va avoir des degrés heure élevés et plus on va avoir une pénalisation qui est importante. Et donc ça dépend de la zone climatique et de l'altitude et de l'usage du bâtiment. Donc là, il y a juste 3 courbes qui sont dessinées, mais en fait, voilà, cette pénalisation dépend de plusieurs critères. Voilà, j'espère que vous avez pu tout suivre et je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup, Teddy, pour ces explications. C'est un contenu qui est dense, même pour ceux qui ont un petit peu approfondi le sujet avant. On a le temps de répondre à plusieurs questions, donc je vais piocher un petit peu dans les questions qu'on a reçues et je vous invite à continuer à répondre à vos questions. Et je précise on répondra à quelques questions à l'oral, à certaines autres par écrit. Teddy va continuer à répondre à l'écrit à vos questions qui s'affichent pour nous, mais pas pour vous encore. Vous les verrez quand la réponse aura été apportée. Et il y aura des réponses à l'écrit après le rendez-vous. Donc, moi, je vais poser une toute première question, Teddy, et je me rends compte qu'on n'a probablement pas été suffisamment explicite en commençant le rendez-vous. On a la question, c'est quoi la différence entre la RT et la RE et ça veut dire quoi, le T et E, d'où vient la différence?
Oui, la RT 2012 et toutes les précédentes, 2005, etc. Donc, c'était des réglementations thermiques, donc qui ne s'appuyaient que sur le volet énergétique. La grosse nouveauté de la RE 2020, donc c'est une réglementation environnementale. Là, je vous ai parlé de la partie performance énergétique et performance et confort d'été, donc qui était déjà présente dans les autres réglementations. Et la grosse nouveauté, c'est la partie analyse de cycle de vie, dont Marianne va vous parler juste après. C'est pour ça qu'on passe sur une réglementation environnementale. On vient prendre en compte tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Voilà, je pense que c'est une précision importante pour cadrer le contexte encore un petit peu plus. Donc, je vais les prendre un petit peu en vrac, les questions comme elles tombent. Tu as cité des seuils carbone pour les maisons individuelles et les logements, etc., avec une évolution progressive de ces seuils. Je voulais savoir, notamment pour les maisons individuelles, ce seuil qui commence dès 2022, qu'est-ce que ça implique concrètement en termes de l'utilisation de chaudière à gaz, par exemple? Est-ce que c'est toujours possible? Et si tu pouvais approfondir un petit peu ce sujet-là. Donc, effectivement, ce seuil cet indicateur IC énergie qui prend en compte les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie a pour objectif de faire réduire le coût carbone de ces éléments-là. Et effectivement, sur les maisons individuelles, l'objectif, c'est clairement de faire sortir le gaz des maisons individuelles, en tout cas en tant qu'énergie principale, c'est-à-dire qu'on peut toujours avoir une chaudière gaz en appoint, mais si on utilise du gaz en tant qu'énergie principale, dès 2022, ça va être fortement pénalisant sur l'indicateur IC énergie. Alors voilà, donc effectivement, ça va plutôt conduire à se tourner vers de la pompe à chaleur, du chauffage bois ou du réseau de chaleur quand disponible. D'accord, merci pour cette clarification. Alors, tu as un petit peu parlé des exigences de moyens et des vérifications, mais j'ai une question à ce sujet-là, donc c'est l'occasion de le confirmer. Quelles sont les vérifications à faire lors de la réception? Parce qu'il y a des nouveautés, il y a des choses qui sont maintenues, tu l'as évoqué, mais si on pouvait le souligner. Effectivement, j'ai pas cité toutes les exigences de moyens qui étaient obligatoires dans l'ère 2020. J'ai cité donc la mesure de perméabilité à l'air, donc qui concerne uniquement les logements, mais qui peut concerner aussi les autres types de bâtiments dès lors que dans le calcul thermique, on va utiliser des valeurs autres que par défaut. L'autre obligation, donc c'est l'obligation de vérification des systèmes de ventilation. Donc, il me semble que les protocoles précis ne sont pas encore disponibles. Mais en gros, voilà, il s'agit vraiment de vérifier que la ventilation est fonctionnelle, qu'on va bien obtenir les débits souhaités aux bouches et donc qu'on respecte, outre la réglementation RE 2020, mais qu'on respecte aussi les réglementations liées à la ventilation, donc dans le logement, l'arrêté de mars 1982. Voilà, après on a d'autres obligations de moyens que j'ai pas citées, notamment ça va être sur l'obligation de mesure de la consommation d'énergie du bâtiment, par poste. Donc, c'était déjà le cas dans la RT 2012. On a des obligations aussi dans tout ce qui est logement collectif sur l'extinction automatique des éclairages dans les parties collectives, etc. Voilà. Après, j'ai pas toute la liste en tête pour répondre. Non, mais c'était pas non plus l'objet, mais c'était surtout la personne qui a posé la question souhaitait surtout revenir sur les vérifications obligatoires. Et tu as répondu par la même occasion à une autre question s'il y a des exigences spécifiques s'il y aura des exigences spécifiques pour les bâtiments tertiaires concernant l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Et donc, du coup, c'est pas le cas spécifiquement, c'est uniquement le cas si on a intégré une valeur plus performante dans le calcul. Concernant ces vérifications à faire à la réception, notamment du système de ventilation, il y a une question concernant la responsabilité concernant cette vérification. Qui doit la faire et qui doit la prévoir? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux développer? Alors, qui doit la prévoir? C'est le maître d'ouvrage, enfin en tout cas qui est tenu de respecter la réglementation et qui déjà en RT 2012 devait prévoir la mesure de perméabilité à l'air.
Et ben, de la même manière, c'est lui qui doit prévoir de faire intervenir quelqu'un pour vérifier le système de ventilation. Après, qui la réalise, etc., aujourd'hui, c'est pas encore connu. Il y aura sûrement des formations et des habilitations qui seront données à des mesureurs, qui seront sûrement les mêmes personnes que des personnes qui font déjà la mesure d'étanchéité à l'air, de toute façon. Voilà. Et je pense avoir répondu dans les grandes lignes. D'accord. Ça arrive plein de questions, donc j'essaye de les lire en même temps. On va pouvoir prendre encore quelques-unes. Une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais pour faciliter la conception, ça va être un peu nouveau pour tous les acteurs, savoir quelle conception permettra d'atteindre les objectifs. Est-ce qu'il est prévu des outils d'aide à la conception pour qu'on puisse s'approcher ou comment concrètement est-ce que les différents acteurs doivent se prendre pour savoir s'ils vont ou pas dans le bon sens, surtout dans les phases amont de la conception? Donc effectivement, ce que j'ai pas précisé, c'est que donc aussi bien sur la partie environnementale qu'énergétique, donc les calculs sont réalisés par des outils de calcul réglementaires, mais il y a plusieurs éditeurs de logiciels donc qui utilisent des moteurs de calcul qui sont fournis par le ministère donc qui permettent de faire ces calculs réglementaires. Donc déjà dès la phase amont de la conception, on va pouvoir faire des calculs approchés pour la partie énergie et même pour la partie carbone. Et ensuite, il y a des éditeurs sur la partie carbone aussi qui permettent des outils vraiment adaptés pour l'analyse de cycle de vie en conception. Voilà, donc après, il faut juste se tourner vers l'offre de logiciels existantes, mais les logiciels n'étant pas tous encore tout à fait au point, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Ouais, d'accord, merci. C'est déjà, on avance petit à petit tout ça sur ce nouveau sujet. Alors, j'avais une question un peu plus précise concernant les indicateurs. Quelle est la différence entre l'IC Énergie et l'ACV? Eh bien, en fait, l'IC Énergie, on le verra dans une toute dernière slide à la fin de la présentation de Marianne, ça fait vraiment le lien entre la partie performance énergétique et performance environnementale. Donc, c'est lié aux consommations d'énergie, mais c'est calculé vraiment de la même manière que l'analyse de cycle de vie. Simplement, l'analyse de cycle de vie, il y a on parle de contributions, il y a tout ce qui est lié à la construction du bâtiment, mais il y a aussi tout ce qui est lié à l'utilisation du bâtiment pendant son utilisation et la partie consommation d'énergie en fait partie. Et donc, il y en a un indicateur qui est dédié à ça, qui est l'indicateur IC Énergie, que j'ai présenté dans cette première partie sur la performance énergétique, mais qui aurait très bien pu être présenté dans la partie performance environnementale, analyse de cycle de vie. Voilà. D'accord. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter. Pardon. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions pour le volet énergie et confort d'été, et on va laisser la parole à Marianne pour la partie ACV, justement le volet environnemental de cette nouvelle réglementation. Donc Marianne, tu es là avec nous. Je te laisse la parole et puis on va pouvoir poursuivre avec les questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Vous aurez soit des réponses à l'oral tout de suite après l'intervention de Marianne, soit par écrit tout au long de l'intervention. Teddy va pouvoir commencer à répondre à vos questions et sinon, après le web rendez-vous. Donc, Marianne, la parole est à toi. Oui, merci. Donc, comme le disait Teddy, la grande nouveauté de cette réglementation donc environnementale, c'est bien la prise en compte de la performance environnementale donc du bâti. Donc, cette prise en compte répond en partie à la stratégie nationale bas carbone, que j'appelle SNBC, dont les deux grands objectifs sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stocker du carbone. Donc, au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, l'objectif fixé par la SNBC à l'horizon 2030, c'est moins 35% dans le secteur de l'industrie et moins 49% donc d'émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie des bâtiments. Donc, on voit que ces moins 49% sont directement liés aux bâtiments.
mais les moins 35% également de façon plus indirecte, puisque on va inciter les fabricants à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de leurs produits sur leur cycle de vie. Donc ça, c'est pour l'aspect composant. Et donc, le petit graphe sur votre droite représente les principales sources, enfin émissions de gaz à effet de serre, donc au niveau des secteurs. Donc, voilà, donc l'agriculture, c'est l'activité principale en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas le bâtiment. Et sur l'autre histogramme, ce sont les puits de gaz à effet de serre principaux. Voilà. Donc, comme je le disais, les enjeux, c'est s'inscrire dans la stratégie nationale bas carbone, donc pour 2030, avec une phase d'appropriation qui sera progressive. Donc, c'est déjà le cas donc pour la partie thermique, donc sur pas de 3 ans, avec des seuils qui vont évoluer. Donc, pour la période 2022-2024, 2025 2027 et 2028-2030 jusqu'à l'année 2031. Voilà, et il faudra qu'en 2031, qu'il y ait moins 35% par rapport au niveau de référence actuel. Le second enjeu, c'est décarboner la construction. Voilà, en encourageant tout d'abord la décarbonation des matériaux, mais également le recours à des matériaux stockant du carbone, le recours également aux matériaux recyclés ou réemployés, et enfin, encourager la mixité des matériaux. Et enfin, le dernier volet, c'est privilégier les énergies faiblement émettrices en gaz à effet de serre. Donc, sur ce schéma, vous voyez les grands principes en fait de l'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté que je appellerai par la suite ACV, qui mesure donc l'impact environnemental du bâtiment sur l'ensemble de sa vie. Donc depuis l'extraction des matières premières, donc on voit ici, donc la production, la fabrication du produit, le transport, la mise en œuvre sur le chantier, les émissions liées à la vie du produit dans le bâtiment et la fin de vie, donc qui prend en compte éventuellement le recyclage ou la valorisation énergétique. Donc, pour le bâtiment, la durée de vie du bâtiment a été fixée à 50 ans. Ça, c'est la période d'étude de référence. Et elle inclut donc le renouvellement des produits à l'identique. Donc, différents impacts. Donc, voilà, il y a différentes contributions aux émissions de gaz à effet de serre qui sont calculées comme la somme des émissions de gaz à effet de serre de plusieurs catégories. Donc, ces contributions sont relatives donc aux composants. Ce qu'on appelle composants, ce sont les produits de construction et équipements qui sont utilisés lors de la construction du bâtiment. Voilà, donc ça prend en compte le béton, les isolants, la couverture, les systèmes de chauffage. Et donc, pour chacun de ces composants, il y a une analyse de cycle de vie qui se fait à peu près de la même façon que celle du bâtiment. Donc, dans la partie composants, on prend en compte également les parkings aériens. Oui. Donc, les parkings aériens, les réseaux qui ne sont comptés, qui ne sont pas comptés dans la parcelle. Voilà, c'est la petite différence. Parce qu'effectivement, donc il y a 5 contributions. Donc, la contribution composant, la contribution énergie, donc ce sont les consommations d'énergie qui sont rapportées aux émissions de gaz à effet de serre générées, voilà, durant l'exploitation du bâtiment. Il y a la contribution eau, donc ce sont les consommations et rejets d'eau qui prennent en compte donc également les traitements des eaux usées et la gestion des eaux pluviales. La contribution chantier, qui couvre les émissions de gaz à effet de serre du chantier générées donc lors des consommations d'énergie, les consommations et rejets d'eau et les évacuations et traitements des déchets de terrassement.
Et donc, la contribution de la parcelle hors réseau et parking, puisqu'ils sont déjà comptés donc, dans la partie composants. Donc, voilà, donc là, il y a également des produits de construction. C'est ceux qui sont sur la parcelle. Donc, les clôtures, les voiries, l'arrosage, des espaces végétalisés. Donc, la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 évalue donc ces impacts sur toutes ces contributions, mais seules 2 contributions, donc la contribution composant et chantier, est soumise à un seuil, donc c'est le IC construction, ainsi que la contribution énergie, qui est donc l'indicateur IC énergie qui a été déjà présenté par Teddy. Donc les contributeurs eau et parcelles ne sont pas soumis à seuil, ils ne sont juste là à titre informatif. Donc, voici les nouvelles exigences performantielles. Donc, le IC construction, qui correspond donc aux contributions composants, donc produits de construction du bâtiment, et chantier. Et l'exigence IC énergie. Voilà, donc ça, ce sont 2 nouvelles exigences de la RE 2020. Donc, pour calculer ces impacts environnementaux, il faut finalement connaître les impacts environnementaux de chaque produit de construction. Donc, c'est ce qui est en vert, là, la donnée environnementale, qui est multipliée par la quantité mise en œuvre et qui est également multipliée par les facteurs d'adaptation au bâtiment. Donc, si je prends un exemple, si je prends l'exemple d'une moquette, une moquette, elle aura par exemple une durée de vie de 20 ans, mais comme la durée de vie de référence du bâtiment est de 50 ans, il y aura un renouvellement de 2,5 pour cette moquette pour arriver à une durée de vie de 50 ans. Voilà. Et puis, la quantité, donc ce sera la quantité en mètres carrés nécessaire de moquette, multipliée donc par la donnée environnementale qui s'appelle donc une F2S, correspondant à la référence de cette moquette. Et donc, tout ce calcul-là nous donne l'impact de cette moquette pour le bâtiment. Et donc, on fait ce calcul pour l'ensemble des produits de construction qui sont dans le bâtiment. Et de sommer donc tous ces impacts nous donne donc l'impact total du bâtiment sur plusieurs indicateurs, mais seul l'indicateur réchauffement climatique est pris en compte. Donc, les données environnementales là, qui sont en vert sont toutes disponibles, lorsqu'elles existent évidemment, sur la base nationale de référence INIES. Donc là, vous avez le site internet. Donc, elles sont consultables gratuitement. Donc, les quantités, comme je disais, ce sont des quantités donc, qui sont en général rapportées au mètre carré ou au mètre linéaire. Des quantités en énergie lorsqu'on est sur la partie utilisation du bâtiment, par exemple, ou des quantités en mètres cubes lorsqu'on parle des quantités d'eau consommée. Voilà, donc les types de données environnementales qui sont utilisées pour réaliser donc l'analyse de cycle de vie du bâtiment sont donc soit les F2S, donc ce sont des fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui peuvent être individuelles ou collectives et qui concernent les produits de construction. Soit les PEP, donc profil environnemental produit, donc c'est en anglais, qui correspondent effectivement aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique. Si un produit dans le bâtiment n'a pas de F2S ou de PEP associé, vous avez l'autorisation d'utiliser une donnée par défaut, voilà, appelée DED. Donc, les données par défaut, elles sont mises à disposition par le ministère de l'Environnement, enfin, en charge de la construction, en l'absence, effectivement, de données déclarées par les fabricants.
et elles sont volontairement pénalisantes pour inciter les fabricants à réaliser donc les FDES et les PEP. Et enfin, vous avez également, donc sur la base INES, les données environnementales de service dont l'utilisation est obligatoire, notamment pour calculer l'impact des énergies utilisées et également les données des services, voilà, comme les fluides frigorifiques, l'eau potable, le transport. Je vais vous présenter maintenant une nouveauté. Donc, pour ceux qui auraient suivi, par exemple, l'expérimentation E plus C-, qui a été faite avant donc la rédaction de cette réglementation environnementale. On parlait d'analyse de cycle de vie de façon statique. Et là, la RE 2020 va utiliser donc une ACV dynamique. Donc, la grande différence, c'est qu'on va partir du principe que plus les émissions ont lieu tard, donc au niveau du cycle de vie du produit, moins elles sont impactantes. Donc, il y aura un coefficient de pondération. C'est le petit graphe que vous avez sur votre droite. Donc, en bleu, c'est la pondération qui est fournie pour donc les fluides frigorifiques, et en vert, la pondération pour les émissions de CO2. Donc, à l'année 0, donc voilà, lors de la construction du bâtiment, le coefficient est à 1, et à l'année 50, il est à 0,58. Donc, donc voilà, les émissions de gaz à effet de serre sont donc pondérées en fonction de l'année de l'émission. Donc, en pratique, voilà ce que ça fait. Si je regarde une FDES, donc la FDES d'une poutre en bois lamellée, taillée, fabriquée en France. Donc, je vous ai mis donc voilà, de hauteur 360 mm et de base 170 mm. On va regarder donc les déclarations environnementales de départ en fonction donc des différentes étapes du cycle de vie. Donc, à la production, cette poutre, donc ce 1 mètre linéaire de cette poutre en bois, va capter 34,1 kg équivalent de CO2, parce que là, effectivement, comme on a du bois, on prend en compte le carbone biogénique, donc le carbone capté. Du coup, ce moins 34,1 kg équivalent de CO2, le résultat en ACV dynamique, on reste à moins 34,1 puisque le coefficient appliqué à l'année 0, c'est 1. Donc, le processus de construction de cette poutre en bois va émettre, elle, donc des gaz à effet de serre, donc qui seront rapportés en kilo équivalent CO2, donc là 1,5, et seront également multipliés par ce coefficient à l'année 0, puisque cette phase, donc production, processus de production, a lieu en amont du bâtiment. Donc, ça restera à 1,5. Donc, pour les années 1 à 49, normalement, il n'y a pas lieu d'intervenir sur cette poutre en bois. Donc, lors de l'utilisation, il n'y a aucune émission. Donc, il n'y a pas de, ça restera à 0. Par contre, en fin de vie, donc lors de la déconstruction du bâtiment, cette poutre en bois va émettre 38,9 kg équivalent CO2, qui sont en partie liés aussi à la réémission donc dans l'air du carbone biogénique. Donc, à l'année 50, ces 38,9 kg équivalent CO2 seront multipliés par contre par le coefficient de modulation, donc qui est 0,578. Et donc, là, on va voir vraiment un abaissement des émissions en fin de vie, puisqu'on passe de 38,9 à 22,5. Voilà. Et puis, le module D, donc, qui correspond aux bénéfices et charges liées à la valorisation en fin de vie. Donc là, les émissions sont également calculées à l'année 50. Donc, ces bénéfices qui étaient de moins 7,8 passent à moins 4,5.
Et donc, le total, finalement, si on compare donc l'ACV statique, qui est donc cette colonne-là, et l'ACV dynamique, on passe pour une poutre en bois, donc il y a un produit biosourcé, de moins 1,1 kg équivalent CO2 à moins 14,6 kg équivalent CO2. Donc là, on voit bien vraiment la mise en valeur du stockage carbone. Voilà. Et donc, si on fait l'exercice, par contre, avec une poutre en acier, donc sans fraction biosourcée, donc la production sera la même à l'année 0, processus de production également, comme précisé voilà, précédemment. Par contre, la fin de vie de la poutre en acier, et qui était bien moins impactante que la poutre en bois, va également diminuer puisqu'elle bénéficie de cette modulation, de ce coefficient de modulation à 0,578, mais elle était plus faible. Donc, la baisse est moins importante. Et puis, le module D va également donc là augmenter puisqu'on est en valeur négative. Donc, on voit que pour sur le total du cycle de vie de la poutre en acier, donc sur la partie statique, on était à 71 kg équivalent CO2, et le résultat en ACV dynamique, on va arriver sur une valeur plus importante. Donc ça montre bien qu'il est vraiment important. Pourtant là, les émissions en début de vie étaient très importantes, mais qu'il est vraiment très important de réduire les émissions en fin de vie. Donc, si on fait un petit focus sur l'indicateur donc IC Construction, donc qui prend en compte donc les contributeurs composants et chantiers, on va regarder un peu comment ça se calcule. Donc là, vous avez une formule que je vais expliquer donc, dans la slide qui suit. Je voulais juste préciser d'abord que cet indicateur, donc, il y aura des seuils qui vont être évolutifs, voilà, jusqu'à l'horizon 2031, pour permettre, comme l'a dit précédemment Teddy, déjà aux entreprises de s'adapter aux produits de construction, effectivement, d'être moins impactants. Et donc, on voit par exemple pour une maison individuelle ou accolée, donc le seuil IC Construction, pour les années 2022 à 2024 sera de 640 kg équivalent CO2 par mètre carré, et il passera à 415 kg équivalent CO2 par mètre carré à l'horizon 2031. Donc, c'est ce qui implique une réduction de 35% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, enfin, en tout cas, une réduction en kilo équivalent CO2. Et puis, pour les logements collectifs, donc ce seuil, il est à 740 pour la durée 2022-2024, et il passe à 490 à l'horizon 2031. Donc là, c'est une réduction de moins 34%. Donc voilà, donc le calcul pour calculer IC Construction. Donc il s'appuie effectivement sur une valeur pivot qui correspond à un bâtiment moyen. C'est le même bâtiment moyen qui a été présenté donc précédemment. Donc cette maison individuelle de 100 mètres carrés. Voilà, donc pour les immeubles collectifs, c'est un immeuble collectif de 1300 mètres carrés. Donc sans comble aménagé, sans sous-sol, avec des fondations superficielles, et avec un garage pour la maison individuelle. Donc, les modulés selon 6 paramètres. Donc, voilà, qui prennent en compte. Donc, il y a une modulation. Donc, par exemple, MI comble, c'est la prise en compte ou pas de la présence des combles, et donc où intervient donc la surface des combles aménagés. Il y a une modulation liée à la surface du bâtiment, une modulation selon la localisation, voilà, avec un bonus pour les zones chaudes, donc H3 et H2D, pour ne pas freiner donc les solutions importantes de l'inertie.
et qui ont en général donc un impact carbone plus fort. Une modulation spécifique donc à l'impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment, donc qui correspondent, pour ceux qui ont peut-être un peu plus creusé, donc la RE 2020 au lot 2. Une modulation sur le lot 1, donc le lot voirie réseau divers également. Et une dernière modulation, donc là, qui correspond au dernier lot, les lots donc 3 à 13, donc qui correspond aux impacts des données environnementales par défaut et aux valeurs forfaitaires dans l'évaluation des bâtiments. Donc, si je regarde ma maison individuelle, donc voilà, toutes les coefficients de modulation sont égaux à 0 dans ce cas-là, sauf effectivement pour les zones H2D et H3, où il y a donc 30 kilos équivalent CO2 qui sont ajoutés. Donc, on passe de 640 pour IC Construction Max à 670 dans les zones les plus méridionales. Et la même carte, donc là, pour les logements collectifs, donc les valeurs d'IC Construction de référence max, avec effectivement juste une augmentation pour les zones H2D et H2-3. Donc avec c'est plus 30 kg équivalent CO2 par mètre carré. Donc dans cette slide sont présentés quelques leviers qui ont été identifiés pour réduire, effectivement, apporter des solutions aux constructions et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour les logements collectifs, voilà, donc ça c'était calculé donc suite à l'expérimentation E+, C-. Donc, lorsqu'on utilise du béton bas carbone, on a à peu près une réduction de 50 kg équivalent CO2 par mètre carré. Si vous avez recours à des produits bas carbone en seconde œuvre, ce sera moins 100 kg équivalent CO2 par mètre carré. Pour les logements collectifs qui ont une structure bois, c'est entre moins 150 à moins 200 kg équivalent CO2. Et s'il y a un effort d'optimisation des données environnementales, c'est à peu près moins 50 kg équivalent CO2. Pour les maisons individuelles, le recours à des produits bas carbone en seconde œuvre, c'est également à peu près moins 100 kg équivalent CO2 par mètre carré. Le recours à une structure bois, c'est en moyenne moins 150 kg équivalent CO2 par mètre carré. Et c'est la même chose pour l'optimisation des données environnementales. À l'horizon 2031, pour réduire donc de 35% l'impact du béton et de la terre cuite, on se rend compte en fait voilà que la diminution de 35% de l'impact du béton et de la terre cuite engendrera à peu près moins 70 kg équivalent CO2 en logement collectif et moins 50 kg équivalent CO2 en maison individuelle. Et que la diminution de l'usage des données par défaut, donc liée à l'augmentation des FDES et des PEP, permettra une diminution de 50 kg équivalent CO2 par mètre carré. Voilà, et que si on prend en compte l'amélioration des autres catégories de produits qui sont également concernés par les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, on estime à une réduction de moins 35% les impacts CO2, les émissions de CO2. Donc, on vous a parlé des indicateurs avec exigence réglementaire. Donc, pour les ACV, ce sont IC Construction et IC Énergie. Mais il y a d'autres indicateurs qui sont calculés pour l'évaluation de la performance environnementale, mais sans exigence réglementaire. Donc, voilà, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc, il y aura
l'indicateur IC, non, j'en ai pas parlé de cela, l'IC bâtiment. Donc, c'est l'impact sur le changement climatique du bâtiment donc, dans son ensemble. Et c'est donc la somme des 3 indicateurs suivants, l'indicateur construction, l'indicateur énergie et l'indicateur eau, qui n'a pas d'exigence réglementaire. L'indicateur donc stock carbone, donc pour le stockage du carbone biogénique, donc qui représente donc la quantité de carbone biogénique stocké dans le bâtiment. Voilà. L'indicateur IC, donc des données environnementales par défaut, donc pour les lots 3 à 13. Donc c'est le calcul de l'indicateur donc IC construction, voilà, mais pour les lots 3 à 13. Et en fait, et enfin, donc 27 indicateurs qui sont inclus dans les données environnementales, comme le potentiel de destruction de la couche d'ozone stratosphérique, l'utilisation nette d'eau douce, les déchets dangereux éliminés. Voilà, donc tout ça, ce sont ce qui correspond au calcul réglementaire des FDES et des PEP, des produits de construction. Et donc, que vous avez également pour le bâtiment, mais sans seuil réglementaire. Je vais maintenant aborder un petit point donc sur, je pense, qui intéresse en particulier les maîtres d'ouvrage. Donc, le coût des bâtiments selon qui seront construits sous cette réglementation environnementale 2020. Voilà. Donc, il y a eu une évaluation par la DHUP du surcoût de la construction imputable au renforcement des différentes exigences. Donc, elle est de plusieurs simulations. Ça n'intègre pas les incidences sur la mise en œuvre de la réglementation. L'effet d'apprentissage, voilà, qui suivra l'augmentation des parts de marché de certains matériaux au système n'est par exemple pas pris en compte. Et donc, aux exigences les plus éloignées, ces évaluations semblent ainsi maximisantes ou plus incertaines. Donc, voici quelques surcoûts qui sont évalués donc, aux différentes échéances RE 2020. Donc, pour l'échéance 2022-2023, on estime un surcoût d'environ 5% pour la maison individuelle et de 4% pour le logement collectif. Donc, surcoût augmente pour l'exigence 2025-2030 à environ 6% et 9%. Et à partir de 2031, on l'estime à 8% et 15%. Mais vraiment, là, il y a beaucoup d'incertitudes. On rappelle également que ces surcoûts avaient été évalués par l'administration lors de la mise en œuvre de la RT 2012 à plus 6%. Et ces surcoûts ont été partiellement finalement absorbés par les différentes filières du bâtiment, comme en témoigne l'évolution des coûts de la construction. Donc voilà donc un exemple de simulation. Donc là, pour une maison individuelle, donc en 2022, on voit que le surcoût total est de 5 870 €. Donc, il concerne donc l'amélioration donc de la résistance, par exemple, des murs, l'amélioration des planchers. Donc là, si je regarde pour les aspects isolation, voilà, avec donc là le surcoût donc concerne les murs, le plancher, les coffrets des volets roulants et les études pour la ventilation. Donc, il est estimé à plus 66 € par mètre carré. Donc là, il est relatif, il est de plus 3,4%. Donc, dans cet exemple-là, on était en zone H2B et on a également donc la surface de la maison. Donc, c'est pour une maison de 89,8 mètres carrés. Donc, en conclusion, oui, donc, effectivement. Donc, vous avez plusieurs indicateurs
Donc, voici en résumé les indicateurs de la R2020. Donc, les indicateurs en énergie, les indicateurs carbone et l'indicateur pour le confort d'été. Donc, en énergie, le BBio pour les besoins bioclimatiques. Donc, ça, ce n'est pas un nouvel indicateur, c'est un indicateur qui existait, mais dont les exigences ont été renforcées. L'indicateur CNP-NR, qui est un nouvel indicateur, voilà. L'indicateur CEP, donc consommation d'énergie primaire, qui est un indicateur qui existait déjà pour la RT 2012, mais dont les exigences ont été renforcées. L'indicateur IC Construction, donc nouvel indicateur carbone, donc sur le changement climatique lié aux matériaux et équipements mis en œuvre, donc dans le bâtiment et sur le chantier. L'indicateur IC Énergie, qui est donc un indicateur et pour l'énergie et pour l'ACV du bâtiment, puisqu'il est exprimé en équivalent CO2 par mètre carré, qui représente donc l'impact sur le changement climatique des consommations d'énergie. Et enfin, un nouvel indicateur, donc le confort d'été, les degrés heure, qui remplace l'ATIC, mais dont le calcul est complètement différent. Donc, il représente le nombre de degrés d'heure multiplié par les heures d'inconfort en période estivale. Et puis, je conclue sur la dernière diapo, donc qui concerne la méthode de calcul réglementaire. J'ai vu qu'il y avait eu quelques questions là-dessus qui ont été posées. Comme en RT 2012, il y a une première étape sur la performance énergétique et le confort d'été, donc avec des logiciels qui sont certifiés par le ministère et approuvés, qu'utilise donc un moteur qui est fourni, qui est le moteur THBCD, donc qui permet de calculer les premiers indicateurs concernant la performance énergétique et le confort d'été, donc le BBio, le CEP, le CEPNR et le degré heure. Il n'y a que IC Énergie que j'ai présenté dans la partie énergie, qui est calculé dans un deuxième temps. Donc, en sortie de ce moteur, de ce calcul, on obtient un R7 qui existait déjà en RT 2012, donc le récapitulatif standardisé de l'étude thermique, et qu'on vient injecter dans un autre logiciel qui va s'occuper de la partie analyse de cycle de vie, donc qui est également un logiciel approuvé, qui doit être approuvé par le ministère, et donc qui va faire l'analyse de cycle de vie et qui va sortir donc de nouveaux indicateurs, donc le IC énergie, le IC construction, et les indicateurs informatifs dont Marianne vient de parler. Donc, tout ceci est récapitulé dans le RS2E, le récapitulatif standardisé énergie-environnement, voilà, qui sera à fournir du coup avec le dépôt de permis de construire pour obtenir l'attestation et puis à l'achèvement des travaux. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Teddy, merci aussi à toi. Tu as réussi à avancer dans les réponses aux questions. Par contre, les participants ont continué à poser des nouvelles questions à la même vitesse que tu as répondu. Donc, il nous reste encore quelques minutes avant d'arriver à la fin de ce web rendez-vous. On va quand même prendre le temps d'évoquer quelques questions à l'oral concernant la principale nouveauté de cette nouvelle réglementation qui est l'ACV et l'obligation de faire une ACV. Justement, une question qui est venue sous différents angles, c'est qui doit faire cette ACV et à quel moment est-ce qu'elle doit être faite? Quel est l'acteur de la chaîne de construire qui doit le faire et à quel moment? Alors, c'est au maître d'ouvrage de réaliser l'analyse de cycle de vie de son bâtiment. Néanmoins, il peut s'appuyer sur son maître d'œuvre, s'il a un maître d'œuvre, ou sur un bureau d'études spécialisé. Voilà, s'il n'est pas à l'aise avec ce calcul-là, puisque c'est assez nouveau. Donc, normalement, cette ACV, elle doit avoir lieu le plus en amont possible puisqu'elle doit avoir lieu lors du dépôt du permis de construire. Mais elle doit être, normalement, il ne doit pas y avoir trop d'écart
entre l'ACV qui est déposé et l'ACV réel, parce qu'on sait bien que lors de la rédaction d'un CCTP, les entreprises peuvent proposer des matériaux différents et du coup qui n'auront peut-être pas le même impact que ce qui a été pris en compte dans le calcul ACV. Donc là, c'est au maître d'ouvrage peut-être d'être un peu plus exigeant sur les matériaux qu'il souhaite dans son bâtiment afin d'obtenir effectivement, afin que ce calcul ACV soit respecté. Voilà. Et donc, du coup, tu confirmes que l'ACV doit bien être fourni et c'est obligatoire de faire une ACV au moment du dépôt de permis de construire. Oui. Oui, d'accord. Justement, ça permet de faire le lien avec une autre question. Je pense que tu te doutes laquelle elle est. À ce stade-là d'un projet de construction, c'est difficile de connaître en détail et avec tous les métriques quantitatifs nécessaires. C'est difficile d'avoir ces données-là. Donc, comment arriver au stade aussi précoce du projet que le PC, d'avoir un calcul significatif et qui ressemble finalement au projet de fin de chantier. Oui, c'est compliqué, mais c'est vrai que je pense que les maîtres d'ouvrage, alors pour une maison individuelle, pour un particulier, ça va être peut-être plus compliqué, mais un maître d'ouvrage, c'est à peu près les métriques, les quantitatifs nécessaires. Voilà, donc après, on n'est pas au mètre carré près. Le but, c'est d'avoir un calcul le plus précis qui soit. Est-ce que pour autant, il y a des outils, est-ce que les logiciels, par exemple, prévoient des calculs ratios qui pourraient être utiles justement pour les équipes projet, parce qu'on parle du maître d'ouvrage, en réalité, c'est souvent d'autres acteurs quand même qui réalisent les calculs. Est-ce que, par exemple, des calculs ratios seraient possibles dans les différents logiciels d'ACV, de calcul d'ACV? Alors, à ma connaissance, ce n'est pas prévu. Néanmoins, pour certains lots, donc tout ce qui est lot technique, vous pouvez prendre une valeur forfaitaire. Donc, les lots, notamment CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, il y a des lots forfaitaires. Donc, ces lots forfaitaires ont été créés déjà parce qu'il n'y avait pas beaucoup de F2S et de PEP associés. Donc, c'est pour aussi combler en fait la lacune, le manque de données associées. Mais non, il n'y a pas de ratio pour les autres lots. D'accord. Et je te remercie. Je vais aussi poser une autre question. Est-ce qu'il y a des vérifications ou des contrôles prévus concernant l'ACV dans le processus de construction en fin de chantier ou au cours sur la base d'un dossier de conception, ou est-ce que c'est pas défini encore? Alors c'est pas complètement défini. Voilà. Effectivement, le but c'est d'essayer d'avoir des estimations par lot et par typologie bâtiment des impacts, pour avoir quelque part une référence aussi. Voilà. Si on est trop éloigné de la valeur de référence, il faut que ça mette la puce à l'oreille. Je vais aussi aborder quelques questions que tu as évoquées, mais comme il y a la question, je préfère qu'on revienne dessus pour vraiment s'assurer de la bonne compréhension. Déjà, une première question, est-ce que tout est compris dans le calcul de ACV, par exemple les matériaux d'assemblage, les coûts, les cols, etc. Quand je me positionne maintenant en tant que quelqu'un qui ne connaît pas comment ça marche, un calcul ACV, est-ce qui est compris dans les données d'une F2S, par exemple? Alors, tout n'est pas compris. Donc, l'aspect économique n'est pas pris en compte, par exemple. Comme tu as évoqué les coûts. Ce qui n'est pas pris en compte non plus, c'est tout ce qui touche à l'humain. Donc, par exemple, les déplacements des ouvriers qui viennent sur le chantier, ce ne sera pas pris en compte.
Donc, ce qui est pris en compte, si je regarde donc l'ACV d'un produit de construction, c'est l'extraction des matières premières, leur transformation, leur transport, donc entre leur extraction et la fabrication donc du produit de construction, le transport également entre la fabrication et le chantier. Et puis le transport en fait intervient sur différentes phases en fait de l'ACV du produit, parce qu'il y aura encore une phase transport sur la fin de vie lors de la déconstruction du bâtiment, donc le transport du déchet en fin de vie, lorsqu'il va partir effectivement soit en traitement, soit en valorisation énergétique par exemple, soit en recyclage. Très bien, merci, voilà. Merci beaucoup Marianne pour ces réponses. On arrive à la fin, on aura quelques toutes petites minutes de retard, le temps pour moi de clôturer cet événement. Donc, je répète encore, vous avez posé beaucoup de questions, vous avez eu quelques réponses à l'oral. Elles continuent à arriver à l'écrit et vous aurez, avec le replay et les supports d'enregistrement, les supports de présentation, pardon, accès aussi aux réponses aux questions sur notre site après. Donc, je vais prendre la parole pour clôturer cet événement. Et je vais un petit peu vite. J'espère que vous voyez tous bien mon écran. Et je vais vous aiguiller vers quelques ressources parce que c'est une nouvelle réglementation et c'est nouveau pour tout le monde, quel que soit votre rôle dans le processus de construction. Donc, il y a le CEREMA qu'on a entendu aujourd'hui qui a produit un certain nombre de ressources, tout comme d'autres acteurs comme le CSTB. Dans le support de présentation, vous avez des liens qui sont cliquables. Donc, il y a le site RT Bâtiment qui s'appelle plus tout à fait comme ça, mais où il y a tous les outils d'accompagnement qui sont déjà disponibles et surtout ceux qui vont aussi venir parce qu'il y a un certain nombre de ressources qui sont planifiées mais qui sont disponibles plutôt d'ici la fin de l'année. Parmi les ressources qui sont déjà disponibles, vous avez le guide que vous voyez à l'écran, le guide RE 2020 publié par le CEREMA. Il y a aussi un article détaillé du CEREMA et je peux aussi vivement vous conseiller le MOOC Construction Durable. Donc MOOC, c'est une formation en ligne que vous faites à votre rythme. Elle est gratuite et il y a une nouvelle séance qui est publiée toutes les semaines. Il n'y a que quatre petits épisodes. Donc, je vous conseille pour prendre le temps un peu plus qu'on a pu faire aujourd'hui de vous connecter à ce MOOC pour apprendre davantage. Et il y a également le CEREMA qui a une offre de formation à la fois de sensibilisation et de perfectionnement dont vous pouvez prendre connaissance en cliquant sur ces liens. Pour continuer à clôturer sur les activités du pôle énergie, nous continuons à animer différents événements. Donc, nous avons un événement en physique cette fois-ci. Ça nous fait plaisir de revoir les personnes en physique, même si on sera un petit peu moins nombreux qu'aujourd'hui. Un événement avec pour thème les matériaux biosourcés, le réemploi et le contrôle technique qui aura lieu à Besançon. Et également, en fin d'année, un retour d'expérience sur une bourse aux matériaux qui a eu lieu dans le Haut-Doubs au mois de juin. Et avec ces mots, je remercie beaucoup les intervenants, Marianne Billet, Philippe Carion et Teddy Conan pour vos interventions. Et je vous remercie d'avoir assisté nombreux à cet événement. Et avec ces mots, je vous dis au revoir et nous arrêtons cet événement. À bientôt. Au revoir.